Et on vous souhaite la bienvenue, les vrais voix, jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile de Ménibus. Alors je vous avoue, moi il n'y a pas un endroit où je me sens mieux qu'au salon de l'agriculture. Et voilà, alors, avec un public de dingue, mesdames et messieurs, avec un bienvenue. public énorme. Voilà, un public incroyable qu'on embrasse bien entendu. On est au salon de l'agriculture sur le stand de l'Aubrac en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Et venez en tout cas nous rencontrer et rencontrer ces formidables acteurs de cette filière incroyable. J'en profite pour dire que demain à 12h45, la directrice du salon de l'agriculture fera son premier bilan de la semaine dans la France, dans tous ses états, avec Perico Légas, bien entendu en direct sur Sud Radio. Et puis vendredi matin, la matinale avec Maxime Liedo qui sera sur le stand de la coopération agricole avec son invité, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Au sommaire, mon cher, de cette émission, et on rappellera nos invités dans quelques instants, le grand débat du jour, c'est l'agriculture française qui figure toujours parmi les plus puissantes d'Europe, première sur plusieurs filières stratégiques, le blé, la viande bovine, les produits laitiers et le vin, une diversité de production, un ancrage territorial dense et une industrie agroalimentaire qui pèse lourd aujourd'hui sur les marchés internationaux. Et on vous pose cette question, la France est-elle encore la meilleure agriculture d'Europe? Vous dites oui à 60%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et puis ce salon s'est ouvert sur une fragilité pour la filière cuir, entre crise sanitaire, fermeture d'abattoirs ou réduction du cheptel. La filière réclame la reconnaissance officielle du cuir comme matière biosourcée, un statut qui consoliderait fortement sa place dans l'économie circulaire. Et on vous pose cette question, l'artisanat du cuir français a-t-il encore un avenir? Eh bien vous dites non à 52%, il faut inverser la tendance au 0826 300 300 et bien évidemment sur Twitter, nos invités vont vous démontrer le contraire. Absolument. Et nos vraies voix du jour, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir cher Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis. Alors Philippe, dès qu'il y a du saucisson, il est comme Philippe David. Voilà. Oui, enfin, mais c'est une émission qui a été faite pour lui. Il y a l'Aubrac, il y a le cuir. Et il y a tout. Il porte régulièrement. Voilà. non, ça c'est vous en soirée. Mais avec du clou dessus, des clous dessus. Non mais Philippe Bilger, on a des photos de vous, donc vous emballez pas. Votre surnom c'est Village People, rappelez-le. Et Bruno Pomar est avec nous, ancien membre du RAID. Ça va, monsieur Pomar? Vous êtes de toutes les fêtes, vous Oui. Non, je vais essayer de mettre un peu d'ordre sur ce plateau parce que visiblement c'est en train de dériver. Donc, du calme, s'il vous plaît. Coach Bilger, c'est toujours comme ça. Lénaïg Manéac est avec nous, délégué général de la Fédération des cuirs et des peaux brutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mathieu Causse est avec nous, président de la race Aubrac. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Casimir Conquet, qui est président de la maison Conquet, mais en tout cas on parle de boucherie et de charcuterie de l'Aubrac. Bienvenue. Merci. Chez nous les amis, tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on le disait, la France est la première puissance agricole de l'Union européenne. Philippe Bilger, que représente pour vous l'agriculture en France? J'ai une grande passion pour l'agriculture pour des raisons familiales. Ma mère a été la première femme à importer des machines agricoles et j'ai toujours aimé le milieu de l'agriculture, la modestie des agriculteurs, leur puissance de travail, leur générosité. Et ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste des problèmes techniques dont vous allez nous parler. Mais en tout cas, je trouve absolument scandaleux l'opprobre dont une partie des pouvoirs publics ont sur l'agriculture en prétendant la défendre, mais en réalité en l'accablant. Alors, Bruno Pomar. Moi, je vous entends dire que... Maire d'une commune rurale pour encore peu de temps. Oui, dans le Lauragais, effectivement, il y a beaucoup de céréales là-bas. Mais moi, tous les copains agriculteurs que je rencontre, ils sont tous en train de crever la dalle. Alors, j'entends ce que vous me dites, qu'on a la meilleure agriculture d'Europe. Mais enfin, on est en train de tout perdre, quoi. Qu'on soit clair, on fait qu'importer des produits de tous les sens, du poulet, de l'agneau, etc. Et puis là, on se rend compte, j'entends que vous me disiez, on est les meilleurs du monde. Enfin, je ne sais pas ce que vont nous dire les spécialistes, mais j'aimerais bien les écouter sur le sujet. Alors, moi je crois déjà que qualitativement et en termes de santé, nous sommes les meilleurs du monde. Au-dessus, mais très au-dessus de tout le monde. Si je faisais une métaphore tennistique, on est comme Raphaël Nadal sur terre battue.
imbattable. Imbattable. Et c'est ça, parce qu'on a gustativement, en termes de terroir, que ce soit pour les viandes, que ce soit pour les fruits, que ce soit pour les légumes, que ce soit pour les céréales, que ce soit pour les alcools, que ce soit pour tout, nous sommes top niveau à tous les niveaux. Le seul problème, c'est que nos pouvoirs publics enquiquinent nos agriculteurs et que je suis certain qu'on pourrait faire 10 fois mieux. Attends Philippe, on fait qu'importer. Excusez-moi, mais on exporte aussi beaucoup. On va en parler dans quelques instants. Mathieu Causse, vous êtes président de la race Aubrac. Déjà, petit état des lieux de cette race. Est-ce qu'elle concerne et est-ce que c'est une filière en tout cas, ou est-ce que c'est une filière qui aujourd'hui a besoin d'être soutenue? Alors la race Aubrac a connu des moments difficiles, fin des années 70, plan de sauvegarde, début des années 80, plan de relance. Aujourd'hui, par des choix stratégiques, on a su répondre à ces attentes sociétales. Donc on est une race allaitante rustique, donc issue du sud du Massif central, qui se développe bien. Il faut dire, pour essayer de repositionner les choses dans un contexte à l'instant T, la conjoncture économique nous est plutôt favorable en bovin allaitant, mais elle résulte d'un manque d'accompagnement, comme vous le disiez, des pouvoirs publics et qui, par un manque peut-être de vision à très long terme pour notre filière bovin allaitant, a réduit drastiquement le nombre d'agriculteurs et on arrive à une situation de manque, c'est-à-dire on n'est plus quasiment autosuffisant et donc on parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Voilà, c'est assez catastrophique à ce niveau-là. Lénaïque Manéa, pour travailler le cuir, il faut une bonne matière première. Absolument. La matière première, c'est en particulier les bovins. Absolument. Nos agriculteurs, ils sont top niveau dans ce domaine. Oui, le cuir français est reconnu dans le monde entier, absolument. Et ce sont la diversité des races. Le veau, notamment en France, est quelque chose c'est une exception d'ailleurs dans le monde du cuir. Vous qui êtes avec nous, Casimir Conquet, vous êtes boucher charcuterie de l'Aubrac. Donc là, j'ai l'impression on a toute la filière finalement, c'est-à-dire qu'on a de l'élevage à la transformation jusqu'au cuir. C'est vraiment une filière entière. Tout à fait, c'est un trio. On fait vraiment cette formule de la fourche à la fourchette. On démarre d'un agriculteur qui va bien s'occuper donc de ces vaches Aubrac ou d'autres races. Oui. Et il faut que chaque intermédiaire fasse le travail à la juste valeur du produit qu'on met en place. Nous concernant, donc on est spécialisé sur la race Aubrac, une race rustique, comme on dire, une race très goûteuse. Ah oui. Grâce au travail de ces éleveurs. C'est ces éleveurs que je vais mettre en avant parce qu'on n'aurait pas des produits comme ça sans un bon éleveur. Une bonne viande, c'est un bon éleveur, un bon abatteur, un bon boucher, un bon cuisinier, un bon consommateur. C'est quoi un bon éleveur, Mathieu Causse? Un bon éleveur, c'est déjà un éleveur qui respecte ses animaux, la terre. Et au final, l'humain et sa production, et je reviens sur ce que vient de dire Casimir, l'interaction entre nos deux professions, elle est prépondérante. Le travail de l'éleveur, il peut être très vite réduit à néant si derrière on n'a pas des maisons comme la sienne qui savent mettre en valeur tout le travail et l'abnégation qu'ont les paysans à jour et nuit, entretenir ces territoires, et heureusement qu'ils sont là pour valoriser nos productions. Vous vouliez réagir, Bruno Pomar, tout à l'heure? Ouais, non, j'ai juste une question par rapport à ce que vous disiez. Le manque d'accompagnement de l'État, c'est quoi? Vous voulez plus d'argent? Ah non, excusez-moi d'être un peu provocateur. Hein. Non, mais pas. Non, alors, tout le monde n'est pas comme vous, Bruno Pomar. non, mais je pense que voilà, la question, elle est très bien, ça arrive à point nommé. L'accompagnement, on a besoin d'une vision à long terme. On a abandonné l'agriculture française. On a donc préparé un effondrement démographique. Il est encore à venir. Hein. On a quasiment 100 000 exploitations qui ont plus de 55 ans. Alors les chiffres sont sûrement approximatifs, je ne suis pas un spécialiste, mais dans les 15 ans à venir, ce renouvellement des générations va poser problème. Donc on va avoir besoin de répondre à un enjeu sociétal qui est comment remplacer ces gens qui vont partir à la retraite. Et c'est le cas aussi dans la boucherie-charcuterie ou pas? Oui, effectivement, il nous manque d'artisans bouchers. C'est un métier de savoir-faire. Ah oui. Qu'on ne peut pas, on mécanise, mais on ne peut pas le mécaniser. Il faut apprendre ce métier-là et on a dénigré un petit peu l'artisanat en France. Et aujourd'hui, on a besoin de le remettre en avant, en valeur, en exergue. Combien il faut de temps pour être un bon boucher?
Alors, je pense qu'on peut apprendre toute une vie, Oui. pour commencer, parce qu'on n'est jamais au top de sa capacité, mais il faut au moins 3-4 ans pour faire un boucher de qualité. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec nos invités. On est ensemble avec Philippe David et l'ensemble de nos invités ici à l'Aubrac, en partenariat avec l'Alliance France Cuir, et on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. David, Cécile de Ménibus. Encore des imitations foireuses de Philippe David. C'est incroyable. Hein. Vous pouvez me refaire le i-an? Je sais pas, parce que Ferland, c'est tellement naturel chez moi, comme vous le dites régulièrement, que... Ça qui est terrible. Une lucidité tardive. Avec autour de cette table, Philippe Bilger, qui est avec nous, notre ami Bruno Pomaret, bien entendu, et nous a un invité ce soir de Casimir Conquet, qui est avec nous, président de la maison Conquet, boucher charcuterie de l'Aubrac. Mathieu Cos est avec nous, président de la race Aubrac. Et Lénaïg Manéa, qui est avec nous, délégué général de la Fédération des cuirs et des brutes. Je voulais revenir avec vous, Lénaïg, pour dire que, contrairement à ce que certaines personnes ont l'impression de penser, c'est qu'on ne tue pas les bêtes pour du cuir. Ça fait partie de la filière. Absolument, merci pour la question. Ouais. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes présents au Salon de l'Agriculture. C'est important pour nous de rappeler effectivement que le cuir est un coproduit de l'industrie agroalimentaire. On élève les bêtes, comme on le disait tout à l'heure, pour la viande, pour le lait également. Et nous valorisons, la filière valorise 100% d'un animal. Et nous, donc le cuir fait partie des coproduits du 5e quartier et nous le valorisons donc justement en cuir. La peau, fait partie des 5e quartiers qu'on valorise. Je dois avouer que pendant la pause, on nous a apporté des charcuteries de l'Aubrac. C'est de la charcuterie de bœuf de la maison Conquet. Dans l'esprit général, la charcuterie, c'est du porc. Vous faites du chorizo de bœuf, de la saucisse sèche de bœuf. Comment est-ce qu'on imagine ces produits et qu'est-ce qui explique cette qualité gustative? Bon, Philippe Bilger a mangé les 3/4 déjà. Alors, que vous nous avez apporté. Si j'ai pas pris 5 kilos par cuisse dans un instant, c'est que qu'est-ce qui fait cette qualité gustative qui est géniale? Cette qualité gustative est donnée, mais comme je dis, par l'animal lui-même. C'est vraiment la race Aubrac est une race rustique où on a un gras persillé très 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 goûteux. En fait, la carrière de l'animal se retrouve dans cette viande. Si elle a brouté de bonnes pâtures, avec une flore très diverse, si l'éleveur a pris le temps de s'occuper de sa vache correctement, pas de mauvais traitement, une vie saine, un éco-pâturage, au moment de la récolter, c'est un peu comme un fruit. C'est quand elle a fait une carrière qu'on récupère ce fruit-là. Et on va essayer de le valoriser au mieux et à 100% de sa capacité. Quand on parlait du cuir, aujourd'hui on a imaginé des charcuteries de bœuf pour arriver à cet équilibre matière. On part d'une masse globale, il y a des produits qui partent en fonction de la saison, le chaud, le froid, vous ne mangez pas les mêmes choses été que l'hiver. Et cette charcuterie permet de valoriser 100% de la bête toute l'année. Mathieu Goss, aujourd'hui le cheptel Aubrac, c'est combien de têtes à peu près? Il y a un peu plus de 270 000 vaches sur le territoire national. Donc c'est un cheptel qui a fortement progressé, puisque en 2000 on était à 100 000 vaches présentes. Donc c'est pour mettre en lien l'adéquation dans l'orientation de sélection de notre race par rapport aux attentes sociétales. C'est vraiment une race qui est en face avec ce que le consommateur attend. Et la France est le premier exportateur mondial de bovins vivants, ce qui est le cas aussi pour l'Aubrac. Oui, surtout alors vers notre pays. Premier client, c'est l'Italie pour l'engraissement. Pour les broutards. L'engraissement des broutards, donc toute race confondue, et notre race n'échappe pas à cela. Donc beaucoup de nos broutards, donc la voie mâle, est engraissée en Italie. Lénaïg Manéa, avant de donner la parole à Philippe Bilger et à Bruno Pomar, le cuir d'Aubrac, il a une spécificité par rapport à un cuir, je sais pas moi, de Prime-Holstein ou de Blonde d'Aquitaine? Et en fait, chaque cuir aura une destination particulière. Donc on a un cheptel allaitant, on a un cheptel laitier, et le cuir sera utilisé en fonction de l'usage final, que ce soit une chaussure, un canapé, du cuir de voiture, harnachement pour l'équitation. Enfin voilà. Donc il y a sac. Oui, alors effectivement, j'oublie la spécificité française. C'est les hommes qui y pensent en général. Pardon. Effectivement, le cuir de veau sera davantage utilisé sur la maroquinerie. Absolument. Philippe Bilger. Je vous trouve très convaincant, mais j'entends beaucoup de gens dire que, au fond, la manière dont on élève les vaches, les animaux, en quelque sorte, n'a pas beaucoup d'importance sur la qualité de ce qu'on mange.
Et vous confirmez que lorsqu'on les élève, comme vous le dites, ça a une incidence directe sur la qualité de ce qu'on mange et sur leur... On imagine mal que le fait de les mettre à l'air ou de... Est-ce que c'est tellement fondamental ? Ah oui, c'est un impact fondamental. Enfin, pardon, je te laisserai parler après Casimir, mais je pense que oui, la façon dont on les élève a un impact sur la qualité organoleptique après de la viande en elle-même, mais au travers aussi de ses conditions de développement. Un animal qui va, par son alimentation, avoir accès à une alimentation de qualité, une herbe variée, ça va se ressentir bien sûr dans sa production et dans son équilibre, dans son développement en général. Donc c'est un lien direct qui est fondé, prouvé. De bonheur pour l'animal aussi. Oui. Alors c'est un peu le paradoxe du monde de l'élevage, c'est qu'on s'efforce de faire naître nos animaux, on connaît leur destination, mais on met toute notre énergie et notre volonté pour leur donner une vie la plus saine et la plus conforme à leurs attentes possibles. Et ça, il faut le marteler, on ne le souligne pas assez, mais c'est une vérité. Et pour ça, l'agriculture française en est un exemple exceptionnel au niveau mondial, et notre race tout particulièrement, bien sûr. Un petit mot sur la filière, sur le nombre d'entreprises qui sont liées en tout cas à cette filière, le nombre d'emplois aussi, parce que c'est une valeur qui n'est pas à négliger quand même. Ah oui, tout à fait. Et surtout que dans notre région, je parle pour nos régions, dans le berceau de Race, où on a beaucoup de zones qui sont inconvertibles. C'est-à-dire l'Aveyron, la Lozère, une partie de l'Aveyron, une partie de Lozère et une partie du Cantal. C'est ça. Berceau de Race de la race Aubrac. Dans cette région, il y a beaucoup de zones qui sont inconvertibles. C'est-à-dire que la seule destination des protéines végétales, c'est la transformation par l'animal, pour après être consommé par l'homme, puisqu'on n'est pas biologiquement fait pour pouvoir consommer ces productions végétales. Donc c'est une nécessité. Bruno Pomar. Je voulais revenir au... Il est en train de manger, c'est pour ça, et comme c'est très bon... Mais c'est une tuerie. Il peut pas faire les deux. Manger, c'est une tuerie. Il manque à boire, mais c'est une tuerie. Juste une question, alors, concernant ce qui s'est passé il y a quelque temps sur les abattages et la vaccination. Est-ce que vous avez été beaucoup impacté ? Et deuxième question, ça je le sais de gens de Chambre d'agriculture qui m'ont dit, ça ne plaît peut-être pas, ça ne va pas vous plaire, mais qu'il y a du trafic d'élevage qui vient de l'étranger, en France, et qui ne respecte pas les règles. Est-ce que vous pourriez me répondre à cette question ? Parce que je l'ai entendu, je ne l'invente pas, je l'ai entendu. Alors là, j'ai pas de réponse. Je ne vais pas surtout semer le doute. Les comportements humains tendancieux doivent être sûrement pareils à tous les niveaux. Peut-être qu'il y en a chez les agriculteurs. Après, j'en ai pas connaissance, donc je ne vais pas détailler là-dessus. Et après, si on enchaîne sur la problématique sanitaire, nous, la région Occitanie a été sévèrement touchée. On croise les doigts pour que l'épisode soit définitivement terminé. Clos, oui. Voilà, et on passe à autre chose. Exactement. Justement, on va passer à autre chose parce que c'est la pub dans un instant. On va revenir sur la 6e zone réglementée mise en place pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse qui a été levée, mais on va voir les enjeux et en tout cas ce que ça a pu générer sur la filière. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. En direct du salon de l'agriculture, on est toujours sur le stand de l'Aubrac en partenariat avec l'Alliance France Cuir. Et je crois que notre réalisateur s'amuse beaucoup avec des messages. Mais vous savez, Maxime, vous vous amusez beaucoup quand même bien sûr, toujours. Vos vaches cochons, est-ce que vous êtes là ? Ah oui, on est là. Moi, il y a une chanson de Dalida qui s'appelait Laissez-moi chanter. Là, je pense que les vraies voix, c'est plutôt Laissez-nous manger. Parce qu'il y a un plat de chez Conquête devant nous et je peux vous dire que le pâté en croûte, le chorizo, la saucisse sèche de bœuf, parce que c'est de la charcuterie de bœuf, vraiment première classe. Voilà, en tout cas. C'est très dangereux, ça nous détourne de la chose intellectuelle. Vous inquiétez pas, moi je vais vous remettre dedans. Philippe Bilger est avec nous, il y a Bruno Pomar aussi. Mettre Bilger dans l'intellectualisme, vous avez de l'espoir. Ancien membre du RAID et autour de cette table, Lénaï Manéa, qui est délégué général de la Fédération des cuirs et peaux brutes, et puis Mathieu Causse, président de la race Aubrac, Casimir Conquet, président de la maison Conquet, et on est en train de discuter, de déguster en tout cas les produits de cette maison magnifique boucher charcutier de l'Aubrac, avec une chose importante, c'est le secteur agricole qui désigne finalement une réduction aujourd'hui, Mathieu Causse, du cheptel, et comment aujourd'hui on explique ça? Oui, alors effectivement, on a perdu énormément de cheptel allaitant en France mais aussi en Europe. On est quasiment sur un peu plus d'1,5 million
de vaches en moins. Comment on l'explique ça? Alors, en fait, c'était par rapport d'agriculture, l'élevage allaitant, il y avait très peu de rémunération avec, comme l'a dit tout à l'heure Casimir, une implication forte en termes de temps de présence, temps de travail. Oui. Et donc peut-être on n'a pas su envisager un avenir plus heureux pour cette filière et on n'a pas su l'accompagner. Ce n'est pas que par des subventions, des aides, mais maintenir les gens sur nos territoires, ça passe aussi bien évidemment par la rémunération, par son travail, donc par le produit. Mais ça veut dire que ça peut revenir ou pas? On peut imaginer que on rééquilibre? Oui, là très récemment notre filière connaît une grosse bouffée d'oxygène liée principalement au problème d'offres et de demande. Il y a tellement eu une baisse drastique des effectifs que les prix se sont envolés, mais trop rapidement. Ça devrait être dû préparer puis construit pour maintenir les gens sur les territoires parce qu'on a quand même perdu beaucoup d'éleveurs. Lénaïque Manéa, la baisse du cheptel, ça pose pas de problème pour les approvisionnements en cuir? Oui, ça parce que s'il y a moins de matières premières, c'est plus compliqué. Vous êtes obligé d'importer du cuir ou alors on arrive encore à s'en tirer avec la production française? Comment ça fonctionne? La décapitalisation, effectivement, ça a un impact surtout sur le gisement cuir et sur nos collecteurs de peau. La collecteur de peau, en fait, c'est le maillon de la chaîne entre l'abattoir et le tanneur. Oui. Donc ils ont une expertise, un savoir-faire qui permet de déterminer en fait quelle peau ira à tel tanneur en respectant des exigences techniques et qualitatives. Et qualitatives, absolument. Et sur le moment où effectivement vous récupérez la peau et le moment où elle est manufacturable entre guillemets, il se passe combien de temps? Ou ça peut aller oui, ça va jusqu'à plusieurs mois pour un tannage. On va rentrer dans des détails techniques. Je ne suis pas la spécialiste de ce qui est tannage. Donc, suivant la technique de tannage utilisée, on peut aller à plusieurs mois en fait de tannage avant d'obtenir un cuir fini. Et vous travaillez pour des grandes marques? Alors, c'est ma collègue. Des grandes marques de voitures comme de luxe? Alors, j'ai une collègue tout à l'heure qui travaille justement pour la Fédération française de la tannerie et je pense qu'elle je tiens à l'avance, excusez-moi. Voilà. Non, mais je vais faire engueuler par la Non, mais le problème, c'est que vous êtes toujours ou en avance ou en retard, mais jamais quand il faut. C'est ça le problème. C'est ce qu'on vous reproche. Excusez-moi, il y a de la police. Est-ce que je peux me permettre de... Je suis frappé de voir le gouffre qui existe entre la dilection, l'affection des Français pour les agriculteurs, quel que soit le registre, et le fait que l'État a du mal à tenir ses promesses. Comment expliquez-vous ce hiatus entre les deux? Casimir, peut-être non? Oui, mais je pense que ce delta, il est... bien proche du micro. Voilà. Ce delta, il doit être au niveau de l'économie mondiale, parce qu'en fait... ce que vous parlez des éleveurs, la France, on est sur le micro-marché et malgré tout, on est vraiment détenu par le marché mondial. C'est-à-dire qu'on est presque sur une agriculture en bourse. Et cette agriculture-là, en fait, elle est menée par la loi du marché. Il y a une question qui se pose, notamment pour les éleveurs bovins. On a parlé de la signature du Mercosur il y a un peu moins de 2 mois, c'était début janvier. Est-ce que ça a un impact, y compris sur la viande de très haute qualité comme la race Aubrac? Parce que si je ne m'abuse, l'Aubrac est considéré parmi les 5 meilleures races à viande du monde. Est-ce que pour vous, ça a un impact ou est-ce que c'est juste un impact, ça va juste avoir un impact sur les viandes qui ont moins de qualité, moins de valeur ajoutée, on va dire? Je pense que ça aura un impact sur tout type de viande, mais l'impact le plus important, je trouve, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est le manque d'accompagnement de nos politiques. Il a fallu que la profession et tous les éleveurs se dressent vent debout pour arriver à être entendus et qu'on commence à imaginer que ce n'était pas un accord favorable à l'agriculture. Alors que c'est un accord qui a mis 30 ans, qui a eu 30 ans de gestation, oui. Et là, on a l'impression qu'on le découvre il y a 2 mois, alors que s'il y a eu 30 ans de préparation, je veux dire, Mais c'est une responsabilité collective, en fait, depuis 30 ans, et tout à coup, on découvre que... Et pourtant, les agriculteurs se battent depuis des années et des années. Oui, je trouve que c'est quand même un désaveu pour l'élevage français en général, de non-accompagnement des pouvoirs publics par rapport à une vision d'avenir et une pérennité de l'exploitation. Comment on se relève de ça? C'est quoi l'avenir, en fait? Même si je sais que vous êtes plutôt très positif sur l'avenir, que ce soit vous, Mathieu, ou Casimir, en tout cas l'ensemble des agriculteurs, de dire de toute façon, j'ai l'impression que vous vous relevez à chaque fois. Comment on imagine l'avenir?
Je pense que ça tient par la passion, et alors c'était un peu désuet comme message, la passion et l'amour de notre métier et de nos territoires. Ces valeurs véhiculées par la France, cette meilleure agriculture au monde, elle tient surtout par les hommes et les éleveurs notamment aussi, mais l'ensemble de mes confrères agriculteurs. Je pense que c'est par la passion, et tant qu'on donnera... Les hommes avec un grand H. Avec un grand H, oui. Alors, bien évidemment, parce que voilà. Mais en tout cas, je l'avais compris comme ça. Oui, vous l'aviez bien compris. Vous parlez de la passion qui amène parfois à des suicides, malheureusement. Oui. Et quand vous parlez de passion, c'est bien, mais pour en arriver au suicide, on se demande parfois est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Oui, tout à fait. Surtout quand on voit dans la brutalité et l'absence de communication, la maladresse dans la communication et dans les prises de position, on arrive à des catastrophes. Alors on pense surtout à tous nos confrères touchés par les crises sanitaires récentes et tous ceux qui ont été malheureusement endeuillés. Mais je pense qu'il faut quand même porter un message positif. On a tous les atouts en main pour relever les défis de demain, justement. On est évidemment au Salon de l'Agriculture à Paris. Les produits finis comme les produits conquets, on arrive à les exporter, on commence à les exporter aussi un peu vers des pays où on aime bien la bonne bouffe, comme on dit, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Désolé, je vois un peu plus le sud de l'Europe que le nord. C'est les voyages qui m'ont appris ça. Oui, c'est des produits totalement exportables. Ils sont, mais voilà, on est un peu cocorico et on est là pour mettre en avant le savoir-faire français qui a le droit de s'exporter et qu'il faut qu'il s'exporte à nos originalités. Il faut en être fiers et les promouvoir au maximum. Et vos concurrents au niveau européen, c'est qui ? On n'en a pas. Voilà, pas du tout. Dans le même registre, non. La qualité. Oui. Mais monsieur. Je parle de l'élevage de façon générale. On est tous concurrents si on va par là. Ouais. Mais là, c'est comme est-ce qu'il y a de la concurrence avec les vraies voix ? Non, il n'y en a pas. C'est une question de qualité. Voilà. Et sur le cuir, la problématique est la même parce que le cuir, c'est quand même un matériau on ne peut plus noble. D'ailleurs, on a même des petites vaches en cuir que vous nous avez apportées. La vachette. La vachette, c'est pas celle d'Interville. C'est la vachette. Elle est un peu plus petite. Et est-ce que vous, parce que le savoir-faire français, on pense évidemment aux marques de luxe qui sont quand même très excédentaires au niveau des exportations, c'est quand même aussi une valeur cardinale, la qualité de la matière première du cuir français pour les marques de luxe. Absolument. Et on a deux axes de travail, notamment avec les éleveurs qu'on accompagne sur certains points. La filière française du cuir a longuement accompagné sur la vaccination contre la teigne, notamment. On finançait une partie du vaccin. C'est rentré désormais dans les pratiques courantes. Ça laissait des traces en fait sur les peaux. Et donc voilà, là on est très contents, très heureux du résultat. Et on a un autre travail qui se fait. Donc j'ai deux collègues que vous aurez tout à l'heure également et qui travaillent à l'accompagnement en fait dans les abattoirs, parce que la peau passe aussi par là. Donc l'accueil des animaux au sein des abattoirs, la façon dont ils sont abreuvés, accueillis, etc. Et ensuite la préservation, la manipulation de la peau, donc ce qu'on appelle le travail de dépouille, et ensuite la conservation. Ils vous en diront plus tout à l'heure. Mais on est très bien placé sur les marchés mondiaux aujourd'hui. Oui, alors le marché mondial est quand même difficile, mais nous sommes les 3e exportateurs de cuirs et peaux c'est vachement bien. au monde. Derrière quel pays vous avez on a le Brésil et les l'Argentine ou les États-Unis, mais qui ont un cheptel beaucoup plus grand que nous. Absolument. Donc ça n'est pas comparable. Mais on n'a pas la même qualité. Voilà. Mais dans notre cœur, vous êtes les premiers. Dans notre cœur, vous êtes les premiers. Philippe Bilger. Est-ce que tous les citoyens que vous êtes, est-ce qu'au fond, il ne pourrait pas y avoir une unité du monde agricole pour s'accorder sur les maux qu'il menace ? Parfois, je me dis que l'agriculture devrait échapper à l'esprit partisan. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que tous les gens de bonne foi pourraient comprendre ce qui ne va pas. Est-ce que c'est concevable dans notre vie politique un petit peu effervescente ? Sûrement, malgré que l'on soit animé des meilleures intentions, je pense qu'on n'a pas échappé, nous les agriculteurs, à cette radicalisation, cette polarisation, et on a du mal à avoir conservé ce qui faisait notre force, notre bon sens paysan, où on était capable d'outrepasser des divergences de territoire, de politique, de conception, pour défendre une cause commune de bon sens. Et je pense que, bien que tardivement, l'agriculture n'y échappe pas.
je le regrette profondément, mais sachez que tous les acteurs et tous les éleveurs et tous les agriculteurs sont motivés à recréer cette union pour pouvoir être entendus et continuer à promouvoir cette magnifique agriculture française. Vous croyez y arriver avec la FNSEA, la Confédération rurale, etc. Parce que visiblement... Coordination. La coordination rurale, il y a l'autre aussi. Visiblement, c'est pas le grand amour ou je sais pas, il y a des divergences. Alors, personnellement, mon mandat, moi, il vient des éleveurs de race Aubrac, donc on est apolitique et non syndiqué. Effectivement, l'opposition est regrettable. C'est vrai, cette radicalisation. Alors, après, charge à nous de remettre du bon sens là-dedans. C'est pas évident, mais peut-être c'est le moment, là, après ces crises sanitaires destructrices, de resserrer les troupes, de resserrer les liens. Ouais. C'est ça. Un dernier mot avec vous, Casimir Conquet, sur ce métier formidable de boucher charcutier, en tout cas. Donnez-nous encore envie, en tout cas, de ces jeunes aujourd'hui qui se posent la question en disant vers quoi je vais aller, de se dire que ces métiers, effectivement, du commerce, de l'alimentation, de la souveraineté française est finalement un miracle. Oui, bien sûr, c'est des métiers qui ont beaucoup de sens. On a parlé d'un peu de politique pour ceux qui suivent ou suivent pas, mais aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a de l'éducation qui est à mettre en avant, parce que nos consommateurs ont changé leur mode de fonctionner. On consomme de plus en plus de produits transformés et de moins en moins de produits bruts. C'est vrai. Et je pense que c'est tout aussi important que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, rééduquons nos consommateurs à aller vers une viande saine, rééduquons le consommateur et la consommatrice à cuisiner. S'ils cuisinent, ils iront chercher forcément une viande plus triée, plus de qualité, comprendront ce qu'ils mangent aussi. Et en matière de santé publique, on est bien. Et on sera beaucoup mieux. Absolument. Merci en tout cas Lénaïg Manéa d'avoir été avec nous, un délégué général de la Fédération des cuirs et peaux. Merci beaucoup Casimir Conquet. Merci beaucoup pour cette dégustation incroyable, président de la maison Conquet. Mathieu Cos, on vous garde et on revient dans un instant. À tout de suite, bienvenue. On est en direct de l'Aubrac et on est en partenariat avec l'Alliance France Cuir. À tout de suite. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. De ce salon de l'agriculture, on est ravis en tout cas avec Philippe David et l'ensemble des vraies voix d'être présents ici sur le stand de l'Aubrac en partenariat et en alliance avec l'Alliance France Cuir, avec autour de cette table Philippe Bilger. Ça va mon Philippe Bilger, ça va? Très bien. Ah bah tant mieux, très bien. Avec là il mange. Bruno Pomar qui est avec nous. On a gardé Mathieu Cos. Ça va Mathieu? Super. Allez tout de suite, c'est l'info du jour. Les vraies voix Sud Radio. Et depuis le 20 février, la 6e zone réglementée mise en place pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse a été levée. On voulait en parler avec vous, Mathieu Cos. Une maladie virale qui a, bien entendu, eu un impact terrible sur les cheptels aujourd'hui. On en est où et quel a été finalement l'impact ? Alors on en est où? Apparemment la situation a l'air maîtrisée, on s'en réjouit, on passe à nos collègues touchés et voilà, en espérant que ça soit définitivement terminé. Après l'avenir tout reste à construire, parce que quand même la politique sanitaire doit, maintenant que la crise est maîtrisée, on l'espère, je le dis de façon durable, doit être repensée pour prévoir et prévenir l'arrivée de nouvelles maladies, maladies tropicales ou vectorielles appelées comme telles. Oui, avec les flux internationaux. Oui, les flux internationaux de marchandises, de populations, d'animaux et tout ça aidé par le changement climatique qui permet aux vecteurs, donc principalement les insectes, de transmettre ces maladies. Donc il faut que l'État prenne en considération les différentes crises que l'on a traversées. Donc il y a eu bien avant... en matière d'indemnisation peut-être aussi? Indemnisation sûrement aussi, mais bon, il faut surtout en termes de prévision adapter la gestion pour éviter de mettre notre agriculture à feu et à sang, de dresser les populations les unes contre les autres. Mathieu, quand j'écoute, j'ai l'impression que c'est encore assez flou, c'est-à-dire que les lignes ne sont pas très claires.
Alors nous, en tant que race, on n'a pas on n'est pas décisionnaire en termes de politique sanitaire, hein. On est juste consulté. Après, par contre, nous sommes les acteurs du territoire, nous sommes les passionnés qui font jour et nuit le travail auprès de nos animaux. Donc c'est nous qui allons mettre en œuvre ces politiques sanitaires au travers de la vaccination ou toute autre solution, hein. Moi, il y a une question que je me pose. C'est la première année, on vient tous les ans avec Sud Radio au Salon de l'Agriculture. Il n'y a pas de bovins cette année. Est-ce qu'on ne va pas un peu loin dans le principe de précaution ? Moi, je me pose cette question, hein. Sûrement. Alors là, je ne suis pas armé en termes scientifiques. Par contre, on a semé la terreur et le doute auprès des éleveurs, et je pense que la décision... 30 ans après la vache folle, hein, c'était 96. Ouais. La décision de ne pas participer, elle résulte en plus d'un contexte sanitaire tendu, d'un contexte politique et social extrêmement tendu. Et là, je pense que par contre, le problème n'est pas résolu, loin s'en faut. Mais est-ce que ça va faire bouger le marché, de se dire que le fait aujourd'hui de vacciner ces bêtes, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que Alors oui, la vaccination a un impact immédiat, hein, puisque le fait que ces animaux soient vaccinés, ils rentrent dans ces zones appelées vaccinales, et ça modifie complètement les possibilités de vendre les animaux, les mouvements d'animaux. Ça les restreint fortement, et ça amène avec des conséquences de mouvement, donc d'exportation très complexes. Ça dévalue un peu la valeur de la bête ? De fait, dès qu'on rajoute des contraintes c'est toujours utilisé, quoi qu'il en soit, pour tirer le prix vers le bas. Non, mais moi, ce que je voudrais revenir sur ce qu'a dit Philippe David, je pense que le principe de précaution, Dieu sait si le gouvernement à toutes les sources nous le met, là quand même on a affaire à un événement international. Prendre le risque, très sincèrement, je trouve que c'était un peu touch de dire on fait venir les bovins, effectivement, et au risque qu'il y ait une épidémie qui se déclenche ici, c'est en termes d'image, ça serait catastrophique. Donc effectivement, c'est pas avantageux pour nos amis éleveurs, évidemment, mais je pense que le principe de précaution se justifie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est... Oui, les risques, si on le raisonne comme ça, les risques étaient incommensurables, c'était catastrophique, ça je l'entends. Après, il y a du pour et du contre, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil, il n'y a pas de ligne claire. Je me demande, et pour une fois, je rejoins Philippe David, et je me demande si je n'ai pas tort, c'est en fait, on a peut-être abusé du principe de précaution au détriment de ce qu'on pourrait appeler le principe de responsabilité. Est-ce que vous ne trouvez pas que la manière française de considérer que tout un troupeau doit être abattu, alors qu'on pourrait distinguer parfois entre les malades et les bêtes, est-ce qu'on n'aurait pas pu imaginer un système comparable ? Alors moi, je n'ai pas amené le débat vers un domaine scientifique, mais par contre, je partage la solution que vous laissez entendre, c'est-à-dire que j'invite les scientifiques et les pouvoirs publics à mettre en œuvre des expertises pour amener des protocoles sanitaires en phase et adaptés aux conditions actuelles, parce qu'on a souvent oublié que la science, elle a peut-être mis trop de côté le facteur humain et l'individu là-dedans, et donc sûrement, on doit faire des expertises in situ pour arriver à trouver des solutions moins radicales. Et on a sous-estimé le chagrin des éleveurs devant la perte de leur bête. C'est au-delà du chagrin. À ce stade-là, c'est au-delà du chagrin. Je vous l'assure, c'est un traumatisme. Surtout que c'est le paradoxe de l'élevage, mais on n'imagine pas à quel point c'est un travail qui ne se fait. C'est un travail au long terme. De longue haleine. Nos parents avant nous, nos grands-parents, sûrement chaque paysan a plusieurs générations derrière lui qui a travaillé avec la transmission de ces valeurs qui sont sous-évaluées. Comment on faisait avant ? Par rapport à quoi ? Par rapport à ça. Est-ce que avant, on a l'impression qu'il y a des nouvelles maladies qui naissent forcément, mais comment on faisait ? Est-ce qu'on avait déjà cette vaccination, ou est-ce que ça passait quand même entre les gouttes ? Parce que entre ce que faisaient nos aïeux et aujourd'hui, on a l'impression que le cordon sanitaire s'est vraiment rétréci. À l'époque, il y avait déjà la fièvre afteuse, par exemple, pour les moutons. Hein. Oui. Il y a un siècle. Même pour les bovins, où ça a été catastrophique. Donc, d'une solution, de quelque chose d'excessivement vertueux, on a pu l'amener à quelque chose de catastrophique
par un problème de gestion. Après, moi, je ne suis pas scientifique, mais la vaccination est quand même a aidé grandement le milieu de l'élevage. Ouais. Nos vétérinaires qui nous accompagnent nous ont aidé à adapter nos pratiques en adéquation avec les maladies que nous rencontrions, bien sûr, mais aussi avec les solutions qu'ils pouvaient nous proposer. Donc la vaccination est quelque chose d'inévitable et ça a été un bienfait pour l'élevage. Moi, je remets absolument pas ça en question. Après, c'est plus la problématique de l'approche du sanitaire qui fait passer avant les obligations économiques. Donc tout ça, c'est pour conserver des statuts et arriver à vendre les animaux sur tel ou tel marché où on a obligation d'être indemne ou de telle ou telle maladie. Est-ce qu'il y a une méconnaissance finalement du terrain des éleveurs? Est-ce que au plus haut sommet de l'État, on ne comprend pas toujours, en tout cas, toutes les données indispensables d'un éleveur et comment les traiter? Je pense, j'en suis même convaincu. Après, nous, éleveurs, on a aussi à se remettre en question sur la façon dont on fait remonter les informations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en tant que race, on n'est pas organisme chargé de la politique sanitaire. Toutefois, je le dis, c'est nous qui occupons l'espace, c'est nous qui sommes sur le terrain. Donc on est les plus à même à expliquer nos problèmes et à faire remonter ces infos. Ça veut dire quoi? Que vous êtes trop taiseux peut-être de dire il faut communiquer beaucoup plus? Alors trop taiseux, non, je pense pas. mais disons que peut-être ça fait partie des réformes à faire dans notre système de communication. Pardon, il y a une petite fête à côté. Donc, voilà. Mais bon, on a quand même le sentiment, en tant qu'éleveur, de ne pas être écouté. Oui. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la quadrature du cercle où il faut vacciner, mais les bêtes sont plus exportables vaccinées, mais elles sont pas exportables avant? Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans Uburois? Ah si, complètement, puisqu'on a une solution qui fonctionnerait scientifiquement. Je ne parle pas du protocole, je parle de la solution, de la vaccination, mais les implications et les conséquences économiques, d'où ma question, empêchent de mettre cette vaccination en œuvre. Donc effectivement, on doit repenser le système sanitaire. Le système sanitaire doit prendre en considération les impacts économiques d'une vaccination et comment alléger tous ces... Mathieu Causse, vous me répondez oui ou non? Un éleveur à la place du ministre de l'Agriculteur, ce serait une bonne idée? La réponse dans un instant. non, désolé, non. Allez. Pas forcément, non. Pas forcément. Allez, sauf si c'est vous. Voilà. C'est ça. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. Pour défendre nos agriculteurs, ne comptez surtout pas sur les technocrates ou les écologistes. On vient de le dire. Allez, soyez les bienvenus. Mais là, je vais en mettre une grosse tartine. Dans un instant, soyez les bienvenus en direct du salon et sur le stand de l'Aubrac avec nos amis de l'Alliance France Cuir. À tout de suite. Sud Radio, ici on ne coupe pas la parole. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ah, voilà, ils sont contents, ces animaux, en tout cas, ils sont extrêmement bien traités ici au Salon de l'Agriculture. Nous sommes en direct avec les vraies voix jusqu'à 20h avec Philippe David qui sera en direct avec François-Louis Bourneau de 19h à 20h. Vous pourrez bien entendu les accompagner. Ce sera un plaisir en tout cas pour eux. Autour de cette table, Philippe Bilger est avec nous, Bruno Pomar, un ancien du RAID, et nos invités qu'on accueille tout de suite. Marc Brunel est avec nous, Alliance France Cuir. Vous êtes le directeur général. Bonsoir, merci d'être avec nous et nous accueillons Sophie Hiver qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Alliance Cuir, France Cuir aussi, déléguée générale de la Fédération française de la tannerie mégisserie. Le métier du cuir est un métier classé d'art, on va en parler dans quelques instants. En attendant, il y a toujours quelqu'un qui veut râler dans cette émission, c'est toujours le même, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de plusieurs milliers de villages puisque ce sont désormais une soixantaine de départements qui sont touchés par ce fléau. Mais quel fléau touche donc désormais une soixantaine de départements? Ce fléau est un fléau naturel qui avait quasi disparu mais qui nous est revenu d'Italie, le loup.
Et les chiffres pour nos éleveurs sont terrifiants. Selon les estimations du ministère de l'Agriculture, 4441 attaques de loups ont eu lieu l'an dernier, causant environ 14 000 victimes au sein du cheptel ovin. Une plaie pour nos éleveurs qui perdent instantanément une partie de leur troupeau et qui, bureaucratie française oblige, doivent se lancer dans une longue procédure pour être indemnisés avec des guillemets, puisque le montant perçu est en moyenne de 200 € par bête tuée. Face à cette problématique, des mesures d'abattage ont été prises pour protéger nos éleveurs. Les pouvoirs publics ont augmenté le quota pour passer de 19% à 21% du nombre de loups estimés en France, qui est entre 920 et 1125 bêtes. Mais avec une hausse si faible, ce sont 246 loups qui seront abattables cette année, contre 190 l'an passé. Pas de quoi faire baisser le nombre de bêtes victimes d'attaques de loups qui a augmenté de 10% l'an passé. Nos agriculteurs sont donc abandonnés face aux loups comme face aux sangliers qui ravagent leurs champs, ramenant parfois à zéro une récolte de blé. Des sangliers si invasifs qu'ils ont commencé à coloniser les îles d'Hyères dans le Var en traversant à la nage le bras de mer qui sépare ces îles paradisiaques du continent. Des sangliers dont les prélèvements ont augmenté, mais comme pour les loups, pas suffisamment. Si on ajoute les ours qu'on a embarqués Manu Militari de Slovénie pour les remettre dans les Pyrénées, histoire de faire plaisir aux bobos des centres-villes, sans penser aux conséquences pour les éleveurs, c'est tiercé perdant pour nos agriculteurs. Et si pour une fois en France, on laissait les agriculteurs plutôt que les technocrates et les idéologues de l'écologie gérer ces dossiers sur lesquels ils ont la plus grande compétence, voilà qui serait révolutionnaire, non ? Ben oui, remarquable comme d'habitude. Oui. Le principe de précaution. N'exagérons rien, Philippe Bizarre. Je tombe dans le dithyrambe et j'ajouterai un loup. Un grand confrère politique a dit que l'homme était un loup pour l'homme. J'en rajoute un. Non, mais encore une fois, je pense aux éleveurs. Évidemment, c'est les premiers impactés. Alors, si on continue comme ça, on finira par faire importer de l'étranger encore plus d'animaux parce qu'on ne va pas être capable de produire. C'est une catastrophe, oui, effectivement. Mais c'est encore une fois pour faire plaisir à toute une caste de bobos. Hein. C'est clair et net. Moi, je le vois dans les Pyrénées. C'est pas loin de chez moi. Hein. Les ours. C'est une catastrophe. Avec les ours, effectivement. Et on a fait venir des ours de Slovénie. Alors là, on les met dans de bonnes conditions dans des zoos. Et qui sont très bien aménagés pour les montrer aux gens, pourquoi pas. Mais ça maintenant c'est interdit, ça va l'être. Oui, mais il faudrait continuer justement et éviter de laisser toutes ces bestioles errer partout et rentrer même dans les agglomérations, dans les villages, etc. Les sangliers. Les sangliers, c'est un vrai problème. On en a tué il y a quelques temps le long du canal du Midi à la gare Matabio à Toulouse. Alors messieurs, vous allez vous opposer aux écolos et aux amoureux des animaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se dire qu'on les stérilise et puis qu'on les change d'endroit? Est-ce que ce serait pas une solution plutôt que de les abattre? Stériliser les loups? Oui, les femelles. C'est une vraie bobo, madame de Ménibus. Non, c'est une alternative. C'est une alternative. Tu me fous tout ça dans ce zoo et terminé. Et on arrête parce que moi je pense aux agriculteurs, aux petits éleveurs. J'en connais pas mal moi dans le coin, dans les Pyrénées là-bas. Les mecs ils vivent de ça, donc ils ont besoin de ça, qu'on arrête de les emmerder. Point final. On sent le raid. On sent le raid. Ouais, mais non, mais ça me fout hors de moi. Mais oui, j'en connais plein en plus d'éleveurs. Ah non, mais c'est un traumatisme. Vous avez beaucoup de choses à dire. Non, pas sur ce sujet-là, mais c'est un traumatisme en tout cas pour les agriculteurs qu'on a rencontrés et qui explique que lorsque vous montez en tout cas dans les alpages avec vos bêtes et que vous les retrouvez à moitié mortes, à moitié et qu'il faut les abattre parce que certaines sont blessées à mort et on ne peut pas les sauver, c'est extrêmement violent en tout cas pour les agriculteurs. Et pour les sangliers c'est pareil, il faut savoir que les fédérations agricoles etc financent tous les ans, je me rappelle plus, dans mon village on me l'a dit, c'est des millions d'euros pour refaire les cultures etc. Je rappelle quand même que en fonction de la brebis, si elle a des agneaux, pas d'agneaux, enfin voilà, ça vaut à peu près aux alentours de 200 € et c'est le contribuable qui paye. Je rappelle aussi, c'est important. Et c'est une usine à gaz parce que comme vous le disiez Cécile, elle a eu des agneaux, pas d'agneaux, elle a tel âge, pas tel âge. Alors, le choc de simplification, il est où Ouais. Et vous savez que le loup est visiblement très intelligent parce que il arrive à détourner ce que disent certains agriculteurs, les patous, c'est-à-dire ils s'en font des copains et pendant qu'ils jouent avec le patou, hop, d'autres loups arrivent pour attacher. Voilà, c'est ce que les agriculteurs nous ont dit. En tout cas, voilà, ce coup de gueule à retrouver bien entendu en podcast sur Sud Radio et tout de suite c'est l'info en plus.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Je le fais bien, hein? Ah oui, très bien. Ça te va bien. Ça va, oui. Voilà, très bien. Merci. Allez, nous sommes toujours en direct du Salon de l'Agriculture et c'est un vrai plaisir. J'en profite pour vous dire que demain, à 12h45, la directrice du Salon de l'Agriculture fera un premier bilan de la semaine dans la France, dans tous ses états de Perico, Légas, en direct sur Sud Radio. Et vendredi matin, dans la matinale avec Maxime Liédo, ce sera sur le stand de la coopération agricole avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. En attendant, nos invités ce soir pour cette seconde info en plus, nous sommes avec Marc Brunel qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes directeur général d'Alliance France Cuir et Sophie Hiver est avec nous. Bonsoir, rebonsoir, déléguée générale de la Fédération française de la tannerie. Avec une question plutôt intéressante de se dire finalement cette filière, ça représente combien de personnes, combien d'entreprises, ça semble énormissime en fait. C'est une très grande filière, assez méconnue en fait, qui regroupe aujourd'hui en France 12 000 entreprises et 170 000 salariés. C'est une filière en fait très étendue. Oui, c'est une filière très étendue qui commence notamment à la collecte des peaux, puis ensuite avec des transformateurs que sont les tanneurs qui vont transformer les peaux brutes sorties d'abattoirs en cuir qu'on utilise aujourd'hui au quotidien dans nos articles, les chaussures, la maroquinerie, les bracelets de montre, enfin. Et donc nous avons dans notre confédération également tous les manufacturiers, chaussures, ganteries, maroquinerie qui sont présents, la distribution, le magasin spécialisé près de chez vous, qui vend un sac ou qui vend une chaussure, fait partie de notre belle filière, et nos amis les cordonniers qui réparent et donnent une seconde vie au cuir finalement au produit. Donc en fait on est très intégré et très aligné, et c'est une filière assez riche en métiers et en profils différents. Et justement, Sophie Hiver, combien de métiers aujourd'hui dans cette filière ? Donc au niveau de la tannerie-mégisserie, donc on représente en fait 42 entreprises industrielles. Et juste une petite précision, donc en fait les tanneurs, ce sont les tanneurs de grande peau, donc les bovins, et les mégissiers, puisque c'est une appellation où on se pose souvent un peu la question. Et en fait les mégissiers, ce sont les tanneurs de petite peau, donc en fait c'est-à-dire l'agneau, la chèvre et les poissons. Ah oui. Et oui, parce que... On fait quoi avec la peau de poisson, pardon ? Eh bien, en fait, on tanne la peau de poisson puisque c'est un coproduit de l'industrie agroalimentaire, comme les autres animaux que... On vous fera des sous-vêtements, voilà, tout à fait. Ça vous ira comme une moufle. Tant que vous ne me traitez pas de morue, ça ira. Je peux. Je tiens à préciser, c'est pas très grand. Ça lui ira très bien. Et donc, on peut les utiliser pour faire des bracelets montres, des éléments sur des ceintures, des éléments sur des chaussures, même on peut aussi toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. Là, on a possibilité de tanner, donc en fait tous les poissons qui sont au niveau de l'élevage. On a du loup de mer, on a de la truite, on a du saumon. On peut faire aussi avec de la sole. Il y a du requin aussi, tout à fait. Mais là, comme on est sur de l'élevage, crocodile. Et c'est la même façon que pour la peau animale. Oui, on est vraiment sur le même type de procédé, c'est-à-dire vraiment on récupère un coproduit en sortie. Donc vous avez compris, Philippe Bilger, quand vous irez manger une sole, vous récupérez la peau et on vous fera un bracelet. Exactement. Et en fait, c'est au niveau des sushis. La plupart du temps, en fait, ils récupèrent ça au niveau des sushi shops. Et ils peuvent récupérer les peaux directement congelées et après ils peuvent les travailler. Génial. Philippe Bilger, vous avez une question ? Non, j'ai craint votre calembour habituel sur les sushis. Moi j'en ai une. Où se situe la France au niveau mondial aujourd'hui ? On est le 4e exportateur, globalement la filière est le 4e exportateur mondial, donc on est juste derrière la Chine, le plus gros pays évidemment, le Vietnam et ensuite l'Italie. Et nous, on exporte vers qui ? On exporte vers la Chine. C'est œil pour œil, dent pour dent, vers la Chine, le Vietnam, l'Italie. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous alors, s'ils le font eux-mêmes ? Alors nous, on a une savoir-faire particulier. Alors d'abord, effectivement, c'est une filière élargie comme je vous l'ai expliqué, mais c'est surtout des savoir-faire qui sont uniques, que ce soit dans la tannerie, un savoir-faire et une reconnaissance de produits absolument sublimes, ou bien les produits façonnés qu'on connaît, français, qui voyagent à travers le monde
pour le plaisir des acheteurs. Vous fabriquez pour les grandes marques de voitures, Rolls, Bentley, etc. Non, vous faites pas tout ça? En France, on n'a plus de des sièges en poisson, c'est bien, c'est bien. Voilà, il y a beaucoup de couture. D'accord. Non. En fait, on ne fabrique plus en France de cuir pour l'industrie automobile. Et le luxe? Mais par contre, donc, on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on a développé de nouveau une possibilité d'avoir des cuirs pour la restauration de voitures anciennes. Donc en fait, tout ce qui est restauration de voitures anciennes, ou aussi la fabrication du sur-mesure pour faire des habillages de voitures, d'avions, d'hélicoptères. D'accord, donc c'est quand même luxe, ça. Voilà, tout à fait. Et la filière luxe, bien sûr, est une des filières importantes. Mais c'est une filière où il y a tout type d'emploi, manuel et intellectuel? Alors effectivement, on a à la fois dans nos ateliers effectivement des gens qui travaillent avec leurs mains. Donc c'est vraiment un métier de main d'œuvre avec ce qu'on appelle les métiers de la main. Et les métiers de la main, exactement, les métiers de la main qui sont réputés vraiment pour être des métiers d'excellence. D'excellence, voilà, en France. C'est des artisans, mais artisans, ça commence comme artiste. Exactement. Artisan d'art. Artisan d'art. Chez les tanneurs, il y a aussi des métiers effectivement où on utilise ses mains. Et puis après, il y a tous les métiers évidemment un peu plus créatifs ou des métiers de support, designer, etc. Exactement, qu'on va retrouver plutôt là dans la filière aval. Et puis je vous parlais de la distribution, mais la distribution c'est des vendeurs. Donc en fait on trouve tout type, il y a plus d'une centaine de métiers aujourd'hui. Il y a des formations, des BTS, des CAP, enfin on en trouve partout en région. Et donc c'est assez riche et on trouve toujours son bonheur. Mais c'est à votre avis, monsieur, pour des jeunes qui cherchent un emploi, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce qu'on peut aisément trouver une activité? Alors c'est un métier d'avenir et surtout on est une industrie et des ateliers de manufacture qui fonctionnent. On parlait de 3e exportateur mondial, notamment dans la maroquinerie. On a des performances, on a une balance excédentaire en fait. On a des rares secteurs d'activité et personne ne le sait. En fait on est un peu méconnu. On vit aussi une période où finalement les métiers de main d'œuvre sont très dévalorisés. Les parents ont peur quand on fait des salons de l'étudiant et qu'on présente nos métiers, ils ont peur de l'avenir. Or aujourd'hui ces métiers sont en croissance, on embauche chaque année et en fait c'est des métiers qui sont solides avec des entreprises derrière qui sont solides. D'ailleurs on vient d'ailleurs on vient d'apprendre que Hermès a encore ouvert des maroquineries à Vernon, en tout cas en Normandie. Au-dessus d'Angoulême. Exactement, là, aux Andelys. Donc ça veut dire la création d'emplois, 260 emplois. Donc on sent quand même que les grandes maisons françaises continuent à aller dans les territoires et aller chercher. Est-ce qu'il y a une pénurie aujourd'hui de talents dans cette filière? Tout à fait. Les enjeux aujourd'hui sur l'emploi, c'est de trouver dans les régions, puisqu'en fait on parle des grands noms, mais on a aussi tous les petits ateliers. C'est 75 à 80% de TPE et PME dans notre secteur. Et en fait c'est difficile parce qu'on se retrouve dans des zones souvent rurales où finalement ces ateliers sont un peu éclipsés par d'autres activités peut-être plus commerçantes, plus commerciales et donc c'est difficile de trouver des compétences. Mais comment se répartit la filière de l'agriculteur au distributeur? Alors c'est l'agriculteur, lui, il va être. Donc on a dans notre confédération la viande. Oui, bien sûr. Et en fait, donc on a l'agriculteur qui lui va élever l'animal, et ensuite. On passe à l'abattoir qui est là où au moment où on va prélever le cuir. Et ensuite toute la chaîne se détend, comme je vous l'ai expliqué, de la tannerie jusqu'à la distribution-réparation. Et nous donc on récupère les cuirs directement donc en sortie d'abattoir, directement donc un coproduit de l'industrie et donc agroalimentaire. Et donc en fait nous le récupérons directement près des abattoirs ou directement près de collecteurs. Et après donc en fait vient le métier de tanneur qui va transformer en fait cette peau en cuir par l'intermédiaire du tannage. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les peaux aujourd'hui, à destination en tout cas, qui sont traitées dans les abattoirs, sont toutes utilisées, ou il y a quand même un choix particulier avec un critère drastique? Donc elles sont toutes utilisées, mais pas toutes par la tannerie française. C'est ça. Donc en fait, si vous voulez, toutes les peaux de toute façon au niveau des abattoirs sont toutes récupérées. Et après, c'est aussi pour ça qu'au niveau des cuirs bruts, il y a aussi également beaucoup d'exports, puisque tout n'est pas utilisé au niveau français, au niveau de la tannerie française. Mais nous-mêmes, on a des produits aussi que l'on récupère et que l'on a en fait un certain nombre de choix qu'on récupère directement. Mais on s'aperçoit vraiment de la qualité de ce qu'on a acheté
simplement après l'étape de tannage. Donc il y a d'abord l'étape de rivière, l'étape de tannage, et après seulement on C'est quoi rivière? La rivière, en fait, on va nettoyer la peau, et en fait on va dilater les pores pour pouvoir en fait évacuer les poils ou la laine, pour après tanner la peau, et la peau devient cuir. D'accord. Est-ce que c'est l'un des plus vieux métiers du monde? Ça fait partie de ces vieux métiers, la tannerie? Eh bien, à l'origine, en fait, l'homme était sur Terre, avait trouvé des animaux. Il se dit, de toute façon, il faut bien les manger. Donc, pour les manger, il fallait donc en fait les dépecer. Et un jour, il s'est dit, il fait froid, je pourrais peut-être me mettre cette peau sur le dos. Il l'a mis auprès d'une rivière. Il y a des écorces d'arbres qui sont tombées dessus ou des feuilles. Et c'est comme ça que le tannage est né il y a plus de 70 000 ans. Donc on est vraiment une industrie, une des premières industries, je pense, au monde. Et comme le cuir c'est esthétique, ça joint l'utile à l'agréable, non? N'est-ce pas? Tout à Et fait. moi je suis entourée d'hommes de Cro-Magnon autour de moi. Alors moi, je voudrais un peu planter l'ambiance, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention. Comme ça a été fait avec la fourrure, on a la fourrure synthétique. Est-ce qu'on peut imaginer, parce que les Chinois sont capables de tout évidemment, de créer du cuir synthétique entre guillemets, et que votre filière prenne un coup sur la tête? Alors, je vais vous envoyer un recommandé parce qu'on ne dit pas cuir synthétique. Il y a une appellation contrôlée. Il y a Ça ne permet rien. Faire le rapprochement. N'est pas cuir qui veut. Il y a un décret qui protège l'appellation cuir, première chose. Et cuir, ce qui est d'origine animale. Oui, mais est-ce qu'on peut imaginer Pour répondre à votre question, il y a déjà des développements existants et tous les matériaux qui sont sortis aujourd'hui à date ne rivalisent en aucun cas le cuir. On a fait des tests sur la flexion, l'absorption, la résistance à l'abrasion. Eh bien, en fait, il n'y a aucun matériau qui résiste aussi bien que le cuir. Il faut considérer que ce sont deux matières totalement différentes. Et voilà. Et en fait, ce sont tout à fait. Ce sont donc la filière est protégée. La filière, en tout cas, tant qu'elle permet, en tout cas en Europe, de maintenir un certain niveau de qualité, elle perdurera. Parce que de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qui nous rend performants à l'export et c'est ce qui fait aussi un petit peu l'attractivité de l'ensemble de notre filière. D'accord. Et aujourd'hui, c'est un matériau qui est durable et réparable. Ce qui n'est pas le cas forcément des autres matériaux. Regardez les gens qui ont le cuir épais. Ouais, c'est ça. Exactement. On en fait partie. Ouais. Il mériterait que vous lui tanniez le cuir. Vous voyez les parasites de mon esprit. Mon Dieu. On a un petit foulon sur le stand, venez, on va s'occuper de vous. On va vous pendre par les pieds, vous allez voir. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient avec la question du soir avec l'ensemble de nos invités. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. Cécile de Ménibus. Et nous sommes toujours en direct avec Philippe David, bien entendu, avec Bruno Pomar, Philippe Bilger qui est avec nous et nos invités ce soir, Marc Brunel qui est avec nous, directeur général d'Alliance France Cuir. Et merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes en partenariat justement sur le stand de l'Aubrac avec vous, Alliance France Cuir, et Sophie Hiver, déléguée générale de la Fédération française de la tannerie. Et ce qui nous intéresse dans cette question du soir, c'est l'artisanat du cuir français. A-t-il encore un avenir, Philippe? Et pour le moment, vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. En 10 ans, la France a perdu 1,8 million de bovins. Est-ce que Marc Brunel ou Sophie Hiver, est-ce que ça a eu un impact, j'imagine, sur vous, vous êtes au bout de la filière. Est-ce que vous avez senti justement cette diminution du produit? Alors, on l'a pas ressenti. Par contre, ce qu'on entrevoit est sur des délais relativement courts. Notre spécialisation et notre spécialité en France, c'est le veau, le tannage de cuir de veau. Et qui sert en particulier pour quel produit? Alors, pour la maroquinerie. Oui. C'est-à-dire les sacs à main, les porte-monnaies, les portefeuilles. Pour quelle raison? C'est la matière plus souple, plus facile? Alors, c'est une matière extrêmement fine, extrêmement délicate, souple, effectivement, et qui donne un rendu très très agréable avec une durabilité aussi qui est excellente.
Et donc c'est cette tension sur l'approvisionnement de matières premières. On regarde ça effectivement avec beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'on est aussi ici à soutenir le monde agricole et les agriculteurs sur ce salon. C'est veiller à ce que l'ensemble de notre chaîne de valeur perdure, et on regarde ça avec effectivement un peu de crainte, d'autant que ce sont des tendances qui deviennent vite irrémédiables. Donc la perte, ça va vite. Recomposer et reconstituer, c'est compliqué. Bruno Pomar. Une question, alors ça veut dire que vous seriez capable de faire importer des pots? Bien, écoutez, je pense que l'arbitrage, il va se faire effectivement sur de l'import, mais d'une qualité qui ne sera pas au rendez-vous, sans doute. Oui. Et puis, deuxième chose aussi, on peut avoir un désengagement des manufacturiers sur un produit trop difficile à obtenir et d'aller sur des matériaux de substitution, sans doute pas des matériaux synthétiques, mais il y a d'autres matériaux qu'on peut utiliser. Ça serait dommage, ça serait vraiment dommage. Et si on parlait d'emploi en région, parce que ça aussi, c'est une filière qui fonctionne très bien aujourd'hui. Sophie Hiver, ça correspond à combien d'emplois? Donc aujourd'hui en France, les tanneurs et mégissiers emploient 1700 personnes. Mais surtout, il y a donc une pyramide des âges au niveau des entreprises qui font qu'aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose par rapport au renouvellement et dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a lancé depuis le début de l'année 2 campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux à destination des jeunes, 18-25 ans. Et puis à partir du mois de mars, on va lancer une campagne pour les personnes en reconversion. Parce qu'on veut vraiment attirer en fait ces personnes pour leur dire que le métier de la tannerie recrute, que c'est un métier auquel ils ne pensent pas du tout, parce que quand on parle cuir, tout le monde voit tout de suite la maroquinerie, mais pas tout de suite venir travailler en tannerie, ça c'est évident. Oui. Donc c'est pour ça qu'on doit nous faire pédagogie et donner de l'information sur nos métiers, et c'est pour ça aussi qu'on va en région au niveau des centres de Pôle emploi, mais également aussi au niveau des centres des agences d'intérim, pour aller promouvoir aussi nos métiers auprès des prescripteurs de l'emploi. Parce que si quelqu'un ne connaît pas nos métiers, ne connaît pas juste à côté, il y a 2 ou 3 tanneries, ils vont pas pouvoir le prescrire. Pourquoi la reconversion? Alors il y a beaucoup de gens qui, c'est comme Notre-Dame, qui ont vu les métiers de la main et qui se sont dit finalement on va redevenir menuisier, compagnon, et voilà, on sent qu'il y a un retour en tout cas des métiers traditionnels. Les filières de jeunes, d'enfants, est-ce que ça veut dire que les personnes qui s'occupent de l'orientation des enfants, c'est aussi important pour vous? Tout à fait, c'est ce qu'on essaie également de faire, une mobilisation et une information auprès de ces personnes, mais surtout aussi, on en parlait des métiers d'art. C'est vrai que les métiers d'art, on pense tout de suite aux éléments que vous avez cités, mais aussi aux éléments de compagnonnage et d'autres éléments, au niveau de la chaussure, la maroquinerie, mais il y a aussi le métier de tanneur mégissier est aussi reconnu comme métier d'art. C'est également un métier de transformation de matière. On parle d'une matière brute, on le crée un cuir fini. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose de production. C'est combien de temps, pour être tanneur? C'est quoi la formation aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on n'a plus de formation initiale. Il n'y a plus de bac tanneur, il n'y a plus de BTS tanneur, parce qu'il n'y avait plus de demande dans cette filière et plus personne ne voulait y aller. Donc en fait, on avait des filières in situ dans les... Exactement. On donne de la formation directement sur site et on a créé nous-mêmes des CQP de formation pour les de qualification professionnelle. Tout à fait, pour les personnes des ateliers et pour aussi après les personnes en encadrement. Et on a donc combien de temps? On a donc en fait je pense qu'il faut au moins 4 ou 5 ans de formation ou d'éléments. Et par contre, les CQP se font sur des périodes beaucoup plus courtes. Et on a donc une seule école qui est une école d'ingénieurs qui est basée à Lyon. Donc là, par contre, on a toujours des ingénieurs cuir pour pouvoir en fait faire cette transformation du cuir qui est de la chimie en fait, ou même de l'alchimie en fait. Oui. Mais il faut quand même entre guillemets des petites, excusez-moi le terme, couturiers, enfin des gens qui ont des personnes qui soient en atelier. Et puis aussi, quand on parlait de métier d'art, on parle de métier d'art par rapport au tannage, parce que c'est une vraie science de pouvoir en fait, chaque peau est unique, chaque tannerie va être unique, parce qu'elle va le travailler aussi avec l'eau qui est juste à côté de chez elle, pour pouvoir en fait transformer cette matière. Et en fait, l'alchimie, elle est là. Il y a une question. Allez-y. Pardon. J'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur le tannage. Est-ce que ça n'est pas une activité un peu méconnue
parce qu'elle paraissait difficile, et je n'y connais rien, mais odorante peut-être. Ou pénible, de pénibilité. Est-ce que ça n'est pas pour ça que, à juste titre, vous insistez là-dessus? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que l'évolution en fait de notre métier est allée également au niveau de l'évolution de ce qui s'est fait aussi au niveau de l'aide au niveau du poste de travail. Donc c'est vrai que ce n'est plus du tout l'image qu'on peut en avoir depuis maintenant un certain nombre d'années. On essaye vraiment de répondre à toutes les idées fausses qui sont sur notre métier, et ça en fait une partie également. Il y a une question qu'on se posait tout à l'heure, on nous a dit, c'est nos collègues qui viennent plus tard qui répondront. Est-ce que, selon la race bovine, ça change la qualité du cuir? Et avec certains, par exemple, je sais pas, l'Aubrac, on fera des sacs. Avec de la blonde d'Aquitaine, on fera de la chaussure. Est-ce qu'il y a vraiment une caractéristique selon la race bovine? Tu veux que je réponde? Vas-y. En fait, à chaque cuir son usage. C'est plutôt comme ça qu'on va fonctionner. Alors évidemment, chaque animal a ses caractéristiques et on va adapter suivant les besoins et l'utilisation du cuir. Vous aurez un cuir extrêmement souple d'agneau qu'on va mettre plutôt sur un vêtement, et dans ce cas-là, on va aller chercher, bousons, par exemple. on va chercher une extrême finesse, une extrême souplesse. A contrario, sur une chaussure ville homme, on va avoir besoin de robustesse, de tenue. Donc on va aller chercher un cuir plutôt de bovin ou de veau, extrêmement épais, plus épais. On va avoir besoin peut-être d'un cuir végétal, c'est-à-dire tanné végétal, mais souvent de bovin. Tanné végétal. Tanné végétal, excuse-moi. Alors c'est quoi un cuir tanné végétal? Il y a deux types de tannage principaux, et en fait il y en a plusieurs, mais deux principaux. Tannage minéral, c'est un tannage à base de sel de chrome 3, qui est donc en fait le tannage qui est le plus utilisé au monde. 95% de nos articles en cuir sont tannés minéral. Et le tannage végétal, donc les 5% restants, ce sont des tannages, des tannins à base d'écorce d'arbres, et donc de feuilles d'arbres, de différentes écorces ou comme les Cro-Magnons, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. On y revient. Ouais. Et ça, c'est pour faire un cuir beaucoup plus résistant, comme les selles d'équitation, c'est juste pour donner une idée, et les semelles de chaussures. Et c'est une spécificité française? Non, c'est vraiment dans le monde entier, il y a vraiment ces deux types de tannage. Alors il y a des labels aussi, c'est intéressant d'en parler, les EPV, donc les entreprises de patrimoine vivant, et le tannage en fait largement partie, les métiers de cette filière. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que les tanneurs et mégissiers sont reconnus pour la plupart d'entreprises du patrimoine vivant, parce que ce sont beaucoup d'entreprises familiales qui sont implantées en région, pour certaines depuis 1850, d'autres 1810. Donc pour vraiment beaucoup d'industries, on est dans ce cadre-là. Ah oui. Face à l'écologie, forcément, vous avez dû répondre aux écolos qui vous disaient oui, les animaux, enfin voilà, les déchets, la fabrication. Est-ce qu'il y a une réponse à leur donner? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'écoutes, mais nous, on a un observatoire économique, on mène des études régulièrement sur la perception du cuir par les Français d'une manière générale, mais aussi sur des études internationales. Aujourd'hui, le cuir, c'est la deuxième matière préférée des Français après le coton. Donc déjà, il y a un affect autour du cuir, et ça, je tiens toujours à le souligner, malgré les détracteurs. Voilà. Et quasi incontournable, soyons clairs. C'est un incontournable. Pour certains produits, c'est incontournable, le cuir. Exactement. Maintenant, il y a un sujet tarif. Un cuir, on en a parlé, c'est des process, c'est de la qualité, c'est aussi une gestion de l'eau correcte, c'est une gestion. Donc tout ça, c'est des investissements. Beaucoup de main-d'œuvre. Beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de tâches. Je crois que tu as combien de tâches plus de 30 étapes. Voilà, plus de 30 étapes à la main. Et donc ça veut dire un coût un peu plus élevé, effectivement, qu'un produit synthétique qui vient de l'autre bout de la planète. Donc le produit cuir est un peu plus cher, effectivement, c'est clair. Maintenant, il y a le sujet de la réparabilité, de la durabilité du produit, que le consommateur parfois perd de vue. On regarde plutôt l'étiquette que finalement l'usage. Et nous, on est vraiment sur un ratio usage-prix qui est le plus ajusté possible. J'ai l'impression que vous êtes quand même inquiet, parce que tout à l'heure, je vous parlais encore du synthétique. À chaque fois, vous revenez sur le synthétique. Est-ce que vous avez quand même un peu peur, non, visiblement? On n'a pas peur, c'est juste des ratios de prix de quasiment fois 50. Un matériau synthétique est 50 fois moins cher qu'un matériau cuir. On veut de la qualité. Et je parle en plus de produits, on a quasiment plus de matériaux synthétiques de ce type-là fabriqués en Europe. On va les chercher à l'autre bout de la planète. Je suis frappé de ce que vous avez dit tout à l'heure. Cécile a raison. Après une expérience médiatique trop longue,
c'est la première fois que je participe à une émission où on parle des métiers du cuir. C'est tout de même... Vous êtes un passionné du cuir en même temps. Non, mais compte tenu de l'importance de cette activité, c'est tout de même et pourtant, on fait des campagnes de communication sur les réseaux, on a des stands régulièrement sur quasiment tous les salons de la place, on est présent, mais on ne nous entend pas. On parlait reconversion, on parle souvent des problèmes de l'emploi des seniors qui n'arrivent pas à retrouver d'emploi. Si demain, quelqu'un à 50 ans, 55 ans, perd son job et dit « moi j'ai toujours rêvé de travailler dans le cuir », il vient voir une de vos entreprises, comme il n'y a plus d'école de formation à part une école d'ingénieur, est-ce qu'il peut être embauché avec une rémunération? Comment ça se passe? Il y a de toute façon ce type d'emploi est recherché également pour certainement l'expertise que la personne va pouvoir apporter. Donc, même si elle n'avait pas un métier manuel auparavant. Aujourd'hui, les portes des tanneries sont ouvertes au recrutement, donc franchement, n'hésitez pas. La campagne de recrutement incite à pouvoir déposer en fait un profil en 90 secondes sur le site. Donc, allez-y, on peut le citer. Alors, c'est lestanneurfrançais.fr et un /recrutement. Et donc, en fait, vous avez la possibilité de déposer donc, en fait, votre profil en répondant à juste quelques petites questions. Et comme ça, suivant le département dans lequel vous avez sélectionné où vous habitez, eh bien, le message sera envoyé aux tanneries de la région. Et puis vous avez les métiers, on parle du métier de tanneur, mais il y a les métiers de cordonnerie par exemple, qui aujourd'hui est un métier très en vogue. Pareil, on a enterré cette profession alors qu'aujourd'hui... parce que les gens mettent beaucoup de baskets aussi, c'est un peu le problème. Mais en fait, on a toute la nouvelle génération de jeunes cordonniers qui arrivent. Et puis les gens réparent maintenant. On en a dans le sud-ouest, on en a en région parisienne. Je peux vous dire que c'est des ateliers qui cartonnent, ils embauchent des gens et en fait, c'est des métiers qui sont tout à fait accessibles à des personnes de 50 ans motivées par les métiers de la main. Je veux dire, demain, ils y vont, ils trouvent. Est-ce que c'est une filière qui peut être demain féminine? Parce que c'est vrai qu'on a souvent des métiers aujourd'hui, on parle de tanneur. Je ne sais pas si on dit tanneuse aussi. Je ne sais pas si ça se féminise aussi, ou pas. Oui. C'est ça. Il y a des gens qui nous tannent. Voilà, c'est ça. Est-ce que la féminisation est en route? Alors c'est très amusant parce qu'en fait au niveau des mégisseries, comme on travaille les petites peaux, en fait la population elle est beaucoup plus féminine qu'au niveau des tanneurs, puisque chez les tanneurs c'est les grandes peaux, donc il faut la précision, tout ça c'est très féminin, c'est ça? Voilà, exactement. Vous entendez ce que je viens de dire Il n'y a aucun mépris dans le fait de confier les petites peaux aux femmes. Non. Et on a fait donc des petits films pour présenter en fait les fameux métiers pour des personnes que l'on recrute aujourd'hui. On a fait des petits films et en fait on a sur 6 petits films on a 4 profils féminins et 2 profils masculins, donc par rapport au métier et l'explication de leur métier. Donc, et pas seulement au niveau des fonctions support, en atelier, en production, au niveau de la station d'épuration, il y a vraiment possibilité d'avoir des métiers au niveau féminin. Et ça marche partout. Je me rappelle dans les années 70, il y avait un tennisman américain qui s'appelait Roscoe Tanner et il avait des chaussures en cuir, ce qui veut vraiment tout dire. Voilà. Vous avez demandé à partir, j'ai cru. Ce qu'il y a de terrible, c'est qu'il y a tellement de chômeurs et quand on voit ces beaux métiers, mais c'est canon, ça me fout hors de moi. En tout cas, on était très heureux. Allez-y. C'est pour ça qu'on veut faire une information aux prescripteurs d'emploi. Parce que s'ils ne connaissent pas notre métier, ils ne vont pas pouvoir les prescrire. Formidable. Mais là, on va vous faire un entretien d'embauche dans quelques instants. Le qui c'est qui l'a dit. D'accord. Spécial salon de l'agriculture. D'accord. Voilà. Vous allez voir. Et on fait une petite pause et on reste ensemble jusqu'à 19h. Et à partir de 19h, Philippe David, bien entendu, et François Libourneau seront en direct aujourd'hui du salon. Absolument, avec plein d'invités. On aura notamment le cuir, on aura la race au brac, on aura la maison Conquet, on aura les bouchers de Paris. Et on va parler de tous ces métiers autour de la viande et du cuir. On en parle dans un instant et avec du rire dans un instant. À tout de suite. Et on ne trie. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. PA engagé, PayPal certifié, présente. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais qu'est-ce qu'on les aime, ces animaux. C'est toujours un plaisir d'être ici au Salon de l'Agriculture comme tous les ans avec des animaux un peu sauvages comme Philippe Bilger, on a été traités comme de Bruno Paulmar. C'est ça, avec Philippe David, et on a gardé Marc Brunel qui est avec nous, directeur général d'Alliance France Cuir, et Sophie Hiver, déléguée générale de la Fédération française de la tannerie, entre autres. Et on va les tester, Philippe. Oui, là c'est l'entretien d'embauche. Voilà, c'est l'entretien d'embauche. Attention tout de suite.
Merci alors. C'est le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, on peut tricher. On peut être de mauvaise foi dans ce jeu, on peut tout. C'est l'état dans l'état. On vous donne une citation de quelqu'un, il faut trouver le nom de la personne. Et c'était toujours au salon de l'agriculture. Écoutez-moi bien. Qui c'est qui l'a dit? Ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre. Genevard. Non. Non. C'est plus ancien. Chirac. Bonne réponse de Philippe Bilger. Jacques Chirac. Et c'était en 2005. Jacques Chirac lors du salon 2005. Qui c'est qui l'a dit au salon de l'agriculture? Ce n'est pas en tapant sur le cul des vaches qu'on défend l'agriculture. Non. Macron. Non. Alors, il a été député européen et il est très... Attendez, je vais vous dire. McDo. Voilà. McDo. Dans l'Aveyron en plus. Beauvais. Bonne réponse de Beauvais, bravo. Bravo. Qui c'est qui l'a dit pour la fin, pas là pour flatter les croupes des vaches. Comment? Pas là pour flatter la croupe des vaches. Chirac. Non. Merde. Non. Macron. Non. Oh, vous avez l'agneau. Oh, il est mignon l'agneau. C'est mon petit Genevard. Non. Alors elle a été ministre pendant longtemps, mais pas de l'agriculture, et elle est encore maire de grande ville, mais plus pour longtemps. Ah bon? Non. Non, maire d'une grande ville, mais il se représente. Et il a été Premier ministre, pardon. Il a été premier. Dans le sud. Non, Juppé. Estrovi. Non, dans le sud. Dans le sud. Pensez à Henri IV. Bayrou. François Bayrou. Bravo. Du tout. Qui c'est qui l'a dit? Vous savez, nous dans le Nord, on commence la bière à 7h du matin. Hein. Xavier Bertrand. Non. Ouais. Monroy. Non. Chirac. Qui a succédé à Monroy. Monroy Delbar. Non. Aubry. Aubry, il a été un poil plus rapide. Martine, je suis nordiste. En plus, vous êtes loyal. Qui c'est qui l'a dit? Le folle, tu veux pas partager une petite bière? Le folle était ministre et c'était son supérieur hiérarchique. Hollande. Non. Son supérieur N+1. Là, Hollande, c'est N+2. Le folle, il a été à l'agriculture, lui. Mais oui. Bon, c'est pas... Vous êtes donc le Premier ministre. Attal. Attends. Non. Ah non, Monroy, il y a eu Hollande. Hollande. Il a été ministre. Valls, bonne réponse de Bruno Pomar. Qui c'est qui l'a dit? On ne va pas choisir le président de la République en fonction de la taille de son tracteur. Sinon, moi, je crois que j'ai un tracteur plus grand que François Bayrou. Non. Ah non. Un ancien Premier ministre qui a été candidat à la présidentielle. Juvin. Non. Non. Candidat à la Premier ministre de 2007 à 2012. Édouard Philippe. Non. Non, ben non. C'est Sarkozy. Fillon. Bonne réponse de Philippe Bilger. Je vous signale que j'ai un agneau dans les bras qui veut absolument répondre, et depuis tout à l'heure, vous rendez même pas compte qu'il donne les bonnes réponses. Qui c'est qui l'a dit? Alors, qui c'est qui l'a dit? Casse-toi, pauvre con. Oh, Sarkozy, c'était ici aussi. Eh bien, c'est Philippe Bilger qui a gagné. 5 points. Ouais, bravo. Devant Bruno Pomar, 1 point. Sophie Hiver, 1 point. 0. Et là, vous vous êtes fait tanner le cuir. Hein. J'aimerais que Cécile prenne les chroniqueurs dans ses bras. Les amis, j'ai un agneau dans les bras. Il est tellement mignon. Mignonnerie absolue. Et en tout cas, voilà, on vous remercie de nous avoir accueillis ici. Nous sommes toujours sur le stand de l'Aubrac avec nos amis d'Alliance France Cuir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Bruno Pomar. Merci Philippe Bilger. Philippe David dans un instant. Eh bien, dans un instant, on va continuer toujours sur le stand de l'Aubrac. Ce n'était pas moi. Dans Les Vraies Voix font parler la France, une spéciale. On va recevoir les bouchers de Paris, on va recevoir les industries du cuir, on va recevoir la viande d'Aubrac, la charcuterie Conquet, et c'est de 19h à 20h. Oh, quel amour, mec. Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente.